Mi-janvier, Rafah en Égypte, à la frontière avec la bande de Gaza. Regardez-moi ça. En zone de guerre, un Français, Mathieu, 30 ans, un diplomate d'un genre un peu particulier. Est-ce qu'il arrive à lire corps diplomatique sur la voiture? Je veux pas dire, mais ils sont juste au-dessus de nous. Et il y a le drone. Mathieu est envoyé en éclaireur. Sa mission, évaluer la possibilité d'une intervention humanitaire française à Gaza. Aller au plus près, la guerre aux premières loges. Oh putain. Putain, si on m'avait dit que c'était ça la diplomatie. Loin des salons, une diplomatie tout-terrain. C'est important de venir voir. Il n'y a que là qu'on peut se rendre compte en fait. La guerre, ce n'est qu'une des facettes de son métier. Mathieu parcourt aussi le monde pour venir en aide aux Français en détresse. Gaza, Bombay, Bangkok. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces diplomates de l'urgence. Plongée inédite dans le quotidien de la cellule de crise du Quai d'Orsay. À des milliers de kilomètres de Gaza, les berges de la Seine, le Quai d'Orsay. Centre de crise du Quai d'Orsay, bonjour. Au cœur du ministère des Affaires étrangères, la cellule de crise. Tels qui ont été touchés. C'est pas une situation de guerre civile. Dans Bombay même, il faut être vigilant. Dans les lieux publics, dans les lieux de regroupement, les marchés, les gares. Jeudi 27 novembre 2008, branle-bas de combat. Le centre est submergé d'appels. Des familles inquiètes et des Français bloqués en Inde. La ville de Bombay est en état de siège après une série d'attentats terroristes. Un premier bilan fait état d'une centaine de morts, dont des Occidentaux. Des combats se poursuivent encore. Encore 200 personnes, encore maintenant en otage. C'est le terme. Le patron de la cellule de crise, Patrick Lachaussée, n'a pas beaucoup dormi. Depuis la veille, il prépare l'envoi d'une mission d'assistance sur place. Comment ça se passe? Ben ça va, on est en train d'organiser la mission qui part là, c'est toujours un peu... faut se dépêcher. Moi j'ai un papa qui me dit sa fille elle est traumatisée, où je l'envoie, mais à quel endroit? Là-bas à Bombay. L'urgence, c'est de rapatrier les ressortissants français et européens rescapés des attentats et bloqués à Bombay. Ça a touché naturellement les Indiens dans leur chair, et ça a aussi touché énormément d'Occidentaux. Est-ce que c'était les Occidentaux qui étaient spécialement visés? Probablement. À l'heure où on se parle, on n'a pas d'informations sur des Français qui auraient été blessés, tués. Par contre, on peut imaginer, et c'est pour ça qu'on envoie cette mission aussi, qu'il peut y en avoir, malheureusement. Mathieu sera le chef de la mission. Monsieur Christophe Schmitt à l'appareil du ministère des Affaires étrangères à la cellule du Christophe, 37 ans, le coordinateur médical. Le médecin général Carpentier. On a besoin d'un médecin pour faire la rotation dans la... Ils ne sont pas diplomates de carrière, mais des spécialistes de l'urgence et de l'humanitaire. De la Croix-Rouge. Oui. Reste à trouver le plus rapidement possible un avion pour décoller vers l'Inde. Mathieu et Patrick montent dans les étages pour chercher l'appui du cabinet du ministre. Michel Bocuse, la directrice adjointe, et le chef de cabinet, Bachir Bakhti, décrochent leur téléphone. Parce que là, il y a un vrai besoin urgent, sinon on arrivera trop tard. Voilà. Hein? Non, je pense qu'on va avoir un avion là d'ici 1h30, 2 heures. Oui, ils sont prêts à partir. Combien de temps? Ah, dans 1 heure, ils sont... Ils partiront avec un Airbus de l'armée de l'air de 120 places et un équipage militaire. T'inquiète pas, on n'est pas parti, c'est la galère. Donc ne stresse pas, c'est porte 4. Porte 4, 1, terminal 1, porte 4. Tout le monde est en voiture, on n'attend plus que toi, Nicolas. Terminal 1. Départ sous escorte du ministère. Mathieu et Christophe ont avec eux une liste de 25 ressortissants français, dont les familles n'ont plus de nouvelles depuis 2 jours. Parmi eux, peut-être des otages ou des victimes. La mission de nos 2 diplomates, c'est de les retrouver et de les ramener chez eux. Au total, 12 personnes embarquent dans l'Airbus. Des médecins et un psychiatre sont là, au cas où.
À l'arrivée à Bombay, dernier briefing avant l'opération. Contrairement à d'autres crises, c'est l'improvisation complète. On ne sait pas, là, on arrive dans la crise qui est quand même assez complexe. Depuis 48 heures, Bombay est la cible des terroristes. Une vague d'attentats simultanés, le 11 septembre indien. Plusieurs sites fréquentés par les Occidentaux ont été attaqués. Première étape pour Mathieu et son équipe, le consulat de France. Au bout de cette rue, 2 des hôtels visés par les terroristes. Le calme est inhabituel, le quartier bouclé par l'armée. À cette heure-là, la situation est encore confuse. Pour ne pas servir de cible, le drapeau français a été retiré de la façade du consulat. L'une des attaques s'est produite juste en face. C'est celui qui a brûlé, d'accord. Ça doit être... Donc ça, c'est celui-là, c'est l'Obereuil. À droite, ça a snipé sévère. Hein. T'as vu, tous les carreaux ont sauté. C'est pas tout à fait safe, semble-t-il. Bon. Réunion avec l'ambassadeur, cadrage, opération. Un homme, une mission. Un résultat. Le consul de France, François Pujolas, vient d'exfiltrer de l'hôtel Oberoi un groupe de ressortissants français. Ah bah voilà, enchanté. Bienvenue. Là on était un peu... Oui, j'ose pas vous demander comment vous allez. Non, voilà, on va mieux que les gens qu'on a vus. Et on va se voir après, mais on a une petite urgence, pas de problème. L'urgence comme cet appel à l'aide d'un Français pris dans les combats. Qu'est-ce que vous avez, vous, pour survivre là, sur le plan alimentaire et sur le plan général, sur le plan de votre hygiène? Vous avez quoi autour de vous? Christophe le médecin conseille et tente de rassurer cet homme, retranché chez lui en face d'un immeuble où l'armée assaille les terroristes. Ça veut dire que l'explosion a fait sauter toutes les fenêtres qui étaient fermées chez vous. C'est un sacré réveil, ça, oui. Les forces de sécurité vous empêchent de sortir, oui. Je comprends ça. Est-ce que vous avez, vous, des problèmes de santé? Allô, Maurice? Ça a coupé. Il y a eu un appel en absence. Il est marqué sur le plan psychologique. Parce qu'il y a 2 jours que ça dure pour lui. Ça fait 48 heures. Ouais. Et l'accès n'est pas possible. J'imagine que s'il ne peut pas sortir, personne ne peut y entrer. Et ils en sont où sur les listes? L'anglais, on n'a pas tout le temps les liens. Éric de la cellule de crise égrène la liste des disparus. Avec 3 agents du consulat, il se rend à l'hôtel Taj Mahal, qui vient d'être libéré par les forces de l'ordre indiennes. Pendant 2 jours, le palace de Bombay a été le théâtre de violents combats. Il s'agit de savoir très vite s'il y a des Occidentaux ou des Français parmi les victimes. C'est interdit d'entrer. Vous devez attendre. Revenez quand on aura terminé. Pas maintenant, s'il vous plaît. Le décompte et l'identification ne font que commencer. Je suis un peu renseigné, j'ai pu m'entretenir avec un des dirigeants de la police. Ouais. Il m'a dit qu'il semblerait qu'il y a encore 150 corps dedans. 150 ? Et ils m'ont dit au moins une vingtaine de morts. Enfin, un peu plus, mais on m'a dit on peut considérer qu'il y aurait au moins une vingtaine d'Européens. Vous avez cette liste de Français ? Nous en avons besoin pour la comparer avec la nôtre. C'est possible ? Heure par heure, les Français qui manquent à l'appel sont de moins en moins nombreux. Bon, ça fait combien de personnes? 7. La liste dégonfle très très vite, donc il y a vraiment de quoi. Et il y a un autre bon signe, c'est qu'il n'y a pas eu de relance. Il n'y a pas eu de relance de la famille, c'est-à-dire qu'une famille inquiète, toutes les 6 heures, elle va appeler. Retour au consulat, où l'inquiétude grandit pour un couple de Français aperçus dans l'hôtel Oberoi et dont on n'a aucune nouvelle. Il y a encore des gens valides qui doivent sortir. Côté français, on est bien d'accord, pas de blessés, en tout cas déclarés. Non, pour l'instant, on n'a que 2 blessés personnes. Ni morts. Il n'y a que 2 personnes. Mais il y a une disparition inquiétante. Ils n'avaient pas de chambre, mais on est sûr qu'ils étaient dans cet hôtel. Par contre, on ne sait pas où ils sont pour l'instant. Il est possible aussi qu'ils soient sortis au moment de... Non ? Je ne pense pas parce que la famille est très très inquiète. Ils ont 3 enfants, entre 12 et 4 ans et 2 ans. Donc je pense que s'ils étaient sortis, quoi qu'il arrive, ils auraient appelé leur famille. Voilà. Donc voilà, on en est là. On a réparti le travail là pour les... Pour l'ambassadeur de France, Jérôme Bonafont,
Le moment est difficile. C'est lui qui va devoir annoncer les mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas de blessés pour l'instant. Tous les Français que nous avions identifiés sont en cours de rapatriement pour ceux qui le souhaitaient. Il y a pour l'instant un décès. Un décès. Enfin, un couple qui est décédé, oui. Des explosifs laissés derrière eux par les terroristes. Ça, c'est le Boroy, ça. Les 2 victimes françaises déjeunaient dans cet hôtel au moment de l'attaque. Pour Mathieu et Christophe, il faut encore s'assurer qu'il n'y a pas d'autres disparus. Tournée des hôpitaux et ici de la morgue. Hi, we are from French Embassy. La caméra ne sera pas autorisée à entrer avec eux. Pourquoi ils mettent tous des masques là? C'est dégueulasse. Numéro 1 est décédé. Et on a le 17 de 45 ans. Mort avant admission. Pas de Français à la morgue, mais Mathieu accuse le coup. Air France pour checker avec eux. 2h du matin. 74 Français et Européens vont être rapatriés. Fin du cauchemar pour la plupart d'entre eux. Pour Mathieu, dernier coup de stress de la mission. C'est souvent le pire moment de la mission parce qu'il faut que tout le monde soit dans l'avion et qu'on a des impératifs horaires de l'avion. Et il faut être sûr de ne pas en laisser un derrière nous. La dernière tâche, la plus délicate. Raccompagner à Paris la famille des 2 Français tués dans l'attaque de l'hôtel Oberoi. Le consul de France les connaissait personnellement. Si besoin de quelque chose, hein, on est là. À bientôt. Prenez soin de lui. Au petit matin, une cérémonie funéraire se tient au pavillon d'honneur de Roissy. C'est ici que s'achève cette mission difficile. C'est malheureusement des fins tragiques, oui, effectivement. Mais c'est malheureusement le propre de notre travail. Et je crois que nos missions sont incomparables à aucune autre profession. On fait tout, on rapatrie des gens, on rapatrie des corps, on doit s'occuper de groupes de gens qui viennent de vivre un événement tragique. Il faut s'occuper des bagages, il faut s'occuper que tout le monde soit bien dans l'avion, il faut s'occuper des formalités administratives, il faut faire de la diplomatie avec les autorités locales. Il n'y a rien de comparable. L'urgence, c'est sa passion. Mathieu en a fait son métier depuis plus de 10 ans, avec ses hauts et ses bas. Retour au ministère. Pour Mathieu, pas de répit. Une nouvelle crise l'attend, la 2e en une semaine. À Bangkok, en Thaïlande, des milliers de touristes sont bloqués, des manifestants occupent les aéroports. La crainte, un coup d'état militaire. Et puis après, j'ai fait une vraie nuit. Oui, alors Bangkok. On a 2 télégrammes qui sont tombés. Ils sont rapides. Le problème, c'est que les Espagnols commencent à mettre en place un plan aérien. C'est pas un problème, ça. Justement, c'est ce que je suis en train de leur expliquer. C'est un gros problème au niveau politique. Les gens commencent à appeler pour dire que fait la France. On a le chiffre. Nous, ça pourrait atteindre 10 000 pour les Français, finalement. Ça veut dire 1747 à 500 places, quoi. Exactement. Alors ça, c'est actuellement impossible. La vie, elle continue. Hein. Tous les jours, il se passe quelque chose. Des attentats, des coups d'État, des catastrophes naturelles ou des guerres. Un quotidien pas toujours simple à apprivoiser. Je me demande si le premier risque auquel on s'expose n'est pas d'ordre moral plus que physique. Ouais. Enfin, moi, pour l'avoir vécu sur l'accompagnement des familles du crash de Sharm el-Sheikh, au bout d'un moment, tu es obligé, tu es dans la même condition qu'eux et tu t'identifies en plus au deuil. Et là, oui, ça devient plus dur, je crois. Mais tu as raison, je crois que c'est vraiment sur la partie psychologique où on est les plus fragiles. On fait ça parce que ça va faire rire tout le monde, mais l'idée de service, que ce soit le service public, le service à une personne, le service... Là-dessus, j'y crois encore, moi je dirais le service. En fait, c'est notre côté boy scout. On a des grands scouts qui s'ignorent. C'est vrai. Et là, nous avons trouvé quelqu'un qui... Le lendemain, une réunion pilotée par le ministre règle les détails de l'affrètement d'un vol spécial pour Bangkok. La décision a été prise par le président de la République. Hélas, on ne peut pas les laisser.
Supposons qu'il y ait demain des incidents pour le coup d'État et qu'on ait laissé les Français, les milliers de Français là-bas, voyons, pour une responsabilité considérable. Hélas. L'opération va coûter 700 000 € à l'État, qui aura du mal à se retourner vers les compagnies aériennes et les voyagistes défaillants. Politiquement, c'est bien, on ne peut pas laisser ces gens sur place, mais enfin, moralement, en quoi sommes-nous responsables de leurs vacances? Et ça fait 20 ans que je dis, le tourisme ne sera plus possible. Exposer son corps blanc sous le soleil des autres sera très difficile. Vous allez voir, ça n'est que des... Et quand l'État est de plus en plus sollicité comme assurance rapatriement, les diplomates se font voyagistes. François, on est parti? Les cartes, c'est bon, t'as tout, hein? C'est fatigant, oui, bien sûr. Dormir pendant 5 jours, 3 heures et repartir dans un avion à l'autre bout où on sait qu'on ne va pas dormir, oui, bien sûr. Mais il faut y aller. Porte D. Cette fois-ci, pas de Français en réel danger, juste des touristes en galère. Pour eux, pas moins de 35 personnes ont été mobilisées en moins de 24 heures. Il y a plus de 500 personnes à ramener, dont des malades qui nécessitent une prise en charge médicale. Nouvelle nuit dans un avion pour Mathieu, quelques heures de sommeil avant l'arrivée. Aéroport de Don Mueang à Bangkok. Les appareils civils sont cloués au sol, mais le 747 atterrit du côté de la base militaire, qui elle n'est pas bloquée par les manifestants. L'arrivée de l'équipe est accueillie avec soulagement par le premier conseiller de l'ambassade, Pascal Ledinf. Merci de venir nous aider. Mathieu Gressier. Il y avait beaucoup d'appels de gens qui se signalaient. L'arrivée du vol a quand même permis de l'oxygène, mais il va faire également des malheureux. Ah bah... Voilà, écoutez, on est bien là? L'aérogare civile est toujours bloquée par les barrages installés par les manifestants. Et cela fait 48 heures que l'ambassade est harcelée par les touristes français qui sont coincés ici. Ah bah écoutez, vous allez avoir beaucoup de monde, il y a plus de 500 passagers, donc vous ne pouvez pas nous rater. Sur les 500, il y en a bien qui vont nous demander la première. Hein. Il y en a toujours. Ah bon? Ah oui. On les rapatrie, ils nous demandent à chaque fois, est-ce que j'avais une première, est-ce que je peux aller en première? Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Non, c'est légal. Et votre réponse c'est ah non, c'est pour nous. Non, c'est légal. Et il y en a qui nous demandent le remboursement. Hein. Est-ce que vous pouvez... Les candidats au départ ont été convoqués dans cet hôtel. Sur les 1400 Français qui réclamaient leur rapatriement, l'ambassade a défini des priorités. En gros, les malades, les femmes et les enfants d'abord. L'ambassadeur Laurent Billy est là pour détendre l'atmosphère. Il y aura au cours de cette nuit, je regarde l'heure maintenant, disons encore 5h30 d'attente sur la totalité de la chaîne logistique. Le principal, c'est qu'ils soient assis dans le bus au frais, que vous aviez fait la dernière fois. Donc, si vous nous les envoyez, c'est qu'ils montent dans l'avion. Voilà, tout à fait. Attendre, c'est ce qu'ils font depuis une bonne semaine, depuis le début de l'occupation des aéroports. L'aéroport était évacué. Et là, on s'est retrouvé 3000 personnes à attendre le bus pendant 4 heures, 5 heures. On a attendu quasiment toute la nuit, plus un jour avec les manifestants. Et personne n'est venu nous voir. Ça a été dur parce qu'on n'a pas eu d'informations pendant 4 jours, quoi. Ni de la part de l'ambassade, la compagnie aérienne, on ne l'a jamais vu. Et même si les autorités thaï ont pris en charge l'hébergement, il y a eu un début de révolte. Plusieurs centaines de touristes ont fait le siège de l'ambassade, et cela a marché. Au bout d'un moment, on s'est dit on se rassemble tous et puis on va essayer d'y aller en force, quoi, histoire d'avoir un petit peu de poids. On était prêt éventuellement à investir l'ambassade et aller dormir dedans. À partir du jour où il y a eu les médias, l'ambassade a fait quelque chose. Merci. Quand vous avez des masses de ressortissants comme celle-là qui sont touchés dans une crise, vous ne pouvez pas uniquement dire voyez votre assurance, voyez votre transporteur. Il y a une pression politique qui s'exerce aussi sur les pouvoirs publics. Le passeport comme meilleure assurance rapatriement et un billet d'avion aux couleurs de la République. C'est cool de rentrer. La pression, elle tombe un peu. Ouais. Vous avez l'air fatigué quand même, hein? Ouais, je le suis, ouais. Ça y est, je commence à en avoir marre. Il est temps de rentrer à la maison. Ce soir-là, plus que jamais, la cellule de crise, c'est l'agence de voyage du gouvernement. Oui, on pourrait dire ça, oui, on affrète des bateaux, des cars, des avions, oui, c'est un peu une... C'est une grande agence de voyage. Enfin, surtout une grande agence de retour.
On arrive à Roissy, Charles de Gaulle, T3 si vous voulez prévenir vos familles. Il fait environ 9 degrés à Paris. Bon retour à vous. À tout à l'heure. Alors, opération justifiée ou exagérée? Le fait que le ministère des Affaires étrangères amène un avion, non, je trouve pas ça exagéré. Je trouve ça plutôt normal à partir du moment où ça fait une petite semaine qu'on est bloqué. Nos familles et nos amis se sont beaucoup inquiétés. Plus que vous? Et peut-être plus que nous, parce que parfois les informations et les retours, les feedbacks qu'on avait de la France étaient beaucoup plus alarmistes que la situation qu'on vivait nous ici. Je suis aujourd'hui très contente d'avoir payé des impôts pour être rapatriée aujourd'hui. J'apprécie énormément d'avoir payé des impôts. Le 747 ramènera tout le monde à bon port. Entre-temps, la crise s'est dénouée et les manifestations vont cesser. Le pire n'est pas arrivé. Et comme à chaque fois, c'est Mathieu qui embarque le dernier. Quelques semaines plus tard, la guerre à Gaza a déjà fait plusieurs centaines de morts. Le blocus israélien entrave l'accès de l'aide internationale. Au Quai d'Orsay, réunion d'urgence autour de Serge Mostura, le grand patron du centre de crise. Cette fois, pas de Français à sauver ni à rapatrier. La diplomatie n'avance qu'à petits pas et la France veut montrer qu'elle agit. Elle compte pour cela sur sa cellule spéciale. On ne peut pas rester sans rien faire au niveau politique. On ne peut pas rester sans rien faire non plus dans le domaine humanitaire. Donc la réponse de la France est une réponse complète. Il faut quand même aider les Palestiniens. Je veux dire, il y a des gens qui meurent sur place, faute de soins. Donc c'est notre devoir d'intervenir. Soyez vigilants sur le plan de la sécurité. Vous allez dans une zone de guerre. Il n'est pas prévu de vous exposer. Dernière consigne et cadrage de la mission. Mathieu en sera, tout comme Christophe, qui était du voyage à Bombay. Bon voyage. Pour la cellule de crise, une nouvelle aventure qui commence au Caire, en Égypte. Mathieu et Christophe vont tenter de mettre sur pied l'intervention humanitaire voulue par Paris. L'équipe des diplomates de l'urgence s'installe à l'ambassade de France. Leur nouveau QG, les sous-sols. Leur projet, installé dans la bande de Gaza, un hôpital de campagne. L'idée, c'est vraiment de faire naître au milieu du désert une structure complètement médicalisée, autonome, avec de la réanimation du bloc opératoire, de l'hospitalisation. C'est vendu sur catalogue. Dans cette partie du monde où rien n'est simple, les diplomates doivent savoir rester prudents sans jamais oublier les bonnes manières du Quai d'Orsay. Merci de votre accueil, monsieur l'ambassadeur. Honnêtement, je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines. Pendant quelques heures, Mathieu et Christophe profitent de l'hospitalité de la résidence. D'emblée, l'ambassadeur Jean-Félix Paganon donne le ton. La mission s'annonce difficile. Pour pouvoir entrer dans la bande de Gaza, il faut l'accord des Égyptiens, et c'est loin d'être gagné. Des Égyptiens sur la question de la frontière et tout ce qui va autour, c'est-à-dire contrôle de la contrebande, assistance humanitaire, accueil de réfugiés, sont d'une extraordinaire sensibilité. Un déjeuner briefing pour une mission politiquement délicate. Direction la frontière avec Gaza. 5 heures de route pour traverser le canal de Suez et le désert du Sinaï. Les plaques diplomatiques permettent de passer sans encombre les nombreux barrages de l'armée. Sur la route, des convois qui acheminent de l'aide humanitaire. Les bombardements israéliens et la frontière se rapprochent. C'est pas la première fois, on a été dans des pays en guerre assez régulièrement. Ce qui est important, et ça fera partie de la condition quasiment numéro 1 de l'implantation de l'hôpital, c'est qu'on ne fera prendre aucun risque à nos personnels. Arrivé au terminal frontière de Rafah. La guerre est de l'autre côté.
Ça c'est Rafa, donc ça a mangé il y a peu de temps. Le checkpoint. Et là c'est Karem Shalom. Karem Shalom, et si tu regardes, il y a un ballon de surveillance juste au-dessus de l'aéroport. Kerem Shalom, c'est déjà Israël, à quelques kilomètres seulement. Devant le terminal, un groupe de médecins français qui veulent passer à Gaza pour épauler leurs confrères palestiniens. Christophe est là pour les aider à entrer. C'est la première barrière, après il y a la zone de transit. Ah oui, d'accord, oui. Ils peuvent vous faire sécher un peu de temps ah oui, avant la d'accord, deuxième. oui. D'accord. De toute façon, vous tiens au courant, si vous nous avez acheminé jusque-là. Je ne vous flique pas, c'est juste si jamais ça dérape. A priori, on va pas bouger de l'hôpital. Qu'on puisse vous assister. Je vous appellerai également savoir si vous avez des besoins. Oui, d'accord. Ah oui, surtout s'il y a des besoins précis, techniques et tout ça, sur la faisabilité de l'hôpital de campagne et tout ça, bien sûr. Pour l'instant, cela ne passe pas. D'autres médecins attendent depuis une semaine. On vient de recevoir une note des Égyptiens qui disent que, en gros, vu la reprise des combats, les Égyptiens ne veulent pas donner l'autorisation à l'équipe médicale de passer. On va voir si on peut avoir un thé là peut-être, non? Un thé pour faire passer le temps. De la patience ici, il en faut. En dehors des accès fermés par Israël, le terminal de Rafah est le seul point de passage pour entrer dans la bande de Gaza. Oui, l'ambassade de France au Caire. Mathieu et Christophe retrouvent Ramadan à Boudaïa. Il est franco-palestinien. Sa femme et ses enfants sont coincés dans la bande de Gaza. Aidé par la cellule, il fait tout pour les faire sortir. Au même moment, bonne nouvelle pour les médecins. Bon courage à vous. Merci pour tout, vous avez fait ce qu'il fallait. Feu vert des Égyptiens, ils entrent en territoire palestinien. Certains d'entre eux vivront là-bas le bombardement de l'hôpital de la ville de Gaza. S'ils peuvent être efficaces là où ils vont, c'est très bien. Première mission réussie déjà. Entrer dans Gaza est difficile, en sortir est encore plus compliqué. Le franco-palestinien Ramadan est bien placé pour le savoir. J'espère qu'aujourd'hui on aura quelque chose de bon résultat. Ça fait combien de temps que vous essayez de les faire sortir? 10 jours. Sa femme et ses 4 enfants sont tout près, juste de l'autre côté du terminal. Ils attendent depuis 4 heures. Les services français interviennent. Et à la tombée de la nuit, ça se débloque. J'étais toute seule, mon mari n'était pas là, avec mes 4 enfants. Quand j'ai commencé à recevoir les missiles juste devant ma porte, je me suis dit, allez, je me sauve là. C'était trop dur. La famille palestinienne tirée d'affaire, Mathieu reprend le cours de sa mission. Ça m'a canardé là. Ah bon? Avec son équipe, il part en repérage le long de la frontière. Ils viennent lâcher des leurs. Ah. Je peux pas dire, mais ils sont juste au-dessus de nous. Pour installer son hôpital de campagne dans la zone tampon qu'on appelle le couloir de Philadelphie, il doit évaluer les conditions de sécurité. Imagine les mecs dans leur guérite égyptien en train de monter la garde à côté là. Moi, franchement, j'aurais démissionné. Depuis longtemps. Tu sens l'odeur de poudre? Ouais, ça vient. Est-ce que vous voulez aller plus loin ou on arrête là? Elle est loin la dune que t'avais vue, toi? Non, elle est sur la gauche là. Tu vois là les gens? Ah ouais? Regarde, ils chutent. En haut de cette dune, vue plongeante sur la bande de Gaza. Un avant-poste d'observation idéal. La conclusion est rapide. Ça montre qu'ici on peut pas s'installer et que même la partie No Man's Land qu'on évoque, si on voulait la mettre dans la bande de Philadelphie, c'est impossible. Les tirs, c'est à 30 mètres, donc c'est impossible. Impossible d'installer leur hôpital dans la bande de Gaza. L'alternative, c'est de le monter côté égyptien. Mathieu et Christophe vont à Al-Arish, la première ville d'importance à 50 km de la frontière. Ils visitent les hôpitaux pour évaluer les besoins. Surprise, il y a pléthore d'ambulances. 16 oh, là-bas. Il y a un poste de commandement et tout, et regarde. Il est mieux que chez nous. J'en suis à 33 là.
Mais hier, c'était très médiatisé la sortie des ambulances, côté Rafah. Sur Al Jazeera, il y avait 3 ou 4 chaînes où ça sortait en boucle. Beaucoup de moyens. Le Caire veut afficher sa solidarité avec les Palestiniens. Mais les autorités égyptiennes ne laissent rentrer que très peu de blessés de Gaza. S'ils veulent faire plus, ils peuvent. Il y a 2 blocs mobiles, il y a tout ce qu'on veut. Donc après, il faut que politiquement, ils souhaitent ou ils puissent faire plus. Faire rentrer plus de malades. Par exemple. On décolle ? La famille Aboudaya profite d'être réunie, à l'abri. À quelques tables de là, pour Mathieu et Christophe, c'est l'heure du bilan avec Paris. Dans leur rapport, chaque mot, chaque option est analysée. Et la conclusion s'impose, le projet d'un hôpital de campagne doit être abandonné, à Gaza, comme en Égypte. Je sais pas s'il faudra le vivre comme un échec si on n'y arrive pas non plus, parce qu'en fin de compte, moi je rentrerai à Paris en me disant j'ai tout essayé. Bon, ça sera peut-être un peu frustrant de ne pas avoir réussi. Maintenant, faire venir un dispositif inutile et encombrant, ça serait là, mon échec serait là. Mathieu et Christophe auraient aimé faire plus. Mais ils sont déjà repartis pour de nouvelles missions. Les diplomates de l'urgence suivent le rythme des crises dans le monde, un rythme qui ne cesse de s'accélérer.